Il y a un truc vraiment vertigineux qui sert de point de départ à notre exploration d'aujourd'hui. Mhm. Pour que n'importe quel être humain puisse exister en ce moment précis, respirer et écouter cette analyse, eh bien des billions d'atomes vagabonds ont dû s'assembler d'une manière tellement complexe que ça défie complètement l'imagination. Ouais, c'est clair. Et le pire, c'est que ces atomes ne sont même pas vivants, quoi. Ils n'ont aucune conscience, aucune volonté propre. Aucune. Pourtant, ils vont coopérer silencieusement, sans jamais se plaindre, pendant environ 650 000 heures. Ce qui fait en gros la durée d'une vie humaine moyenne. Exactement. Et une fois que ce temps est écoulé, ils vont simplement se désassembler, retourner à la poussière pour, je sais pas, aller faire autre chose. C'est une façon fantastique de poser le décor, franchement. Parce que ce miracle chimique, il est d'autant plus fascinant qu'il est incroyablement précaire. Mhm. Les ingrédients de base de la vie, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, un peu de calcium, enfin, ce sont des éléments d'une banalité affligeante. On en trouve vraiment partout. Ouais, c'est pas rare du tout. Pas du tout. Pourtant, notre planète excelle tout autant à créer cette vie complexe qu'à l'éteindre de façon brutale. Historiquement, 99,99% des espèces qui ont un jour existé sur Terre ont fini par disparaître. Waouh. L'équilibre est d'une fragilité terrifiante. Et c'est exactement ce qui rend les sources de notre plongée du jour si captivantes pour ceux qui nous écoutent. En nous basant sur le travail de Bill Bryson, dans son livre Une histoire de tout ou presque, notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de lister froidement ce qu'on sait sur l'univers. Ça, ce serait ennuyeux. Voilà, le vrai mystère, c'est de comprendre comment l'humanité a réussi à découvrir tout ça. Parce que quand on regarde l'histoire des sciences, c'est pas du tout une marche triomphale et logique. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un chaos total en fait, fait de hasards absurdes, d'accidents de parcours, d'égos surdimensionnés Oh oui, beaucoup d'ego. et d'un dévouement qui frôle parfois la folie pure. Je suis fascinée par ça. La science, avant tout, c'est une entreprise humaine, avec toutes les failles que ça implique. Mais avant même de comprendre comment ces atomes miraculeux ont pu former, disons, des biologistes ou des astronomes, il a fallu que ces atomes eux-mêmes soient créés. Hmm. Il a fallu que l'univers naisse. Et ça commence par l'infiniment petit. Les sources décrivent la fameuse singularité initiale. Faut imaginer, on prend toute la matière de l'univers, toutes les galaxies, toutes les étoiles, chaque petit grain de poussière cosmique, et on compresse tout ça dans un espace tellement microscopique qu'un simple proton paraîtrait gigantesque à côté. C'est difficile à visualiser. C'est dingue, hein. Pour donner une échelle à notre audience, on pourrait faire tenir 500 milliards de protons dans le point sur un i. Et le piège conceptuel majeur ici, c'est justement d'essayer de visualiser cette singularité. L'esprit humain, il veut instinctivement placer ce point microscopique quelque part. Bah oui, dans une boîte, dans une pièce. Exactement. On veut l'imaginer flottant dans un vide infini et tout noir. Mais c'est une erreur fondamentale. Avant l'expansion de ce point, le vide n'existe pas. D'accord. L'espace n'existe pas, le temps non plus. La singularité n'a pas de autour, elle n'a pas d'extérieur. C'est la fameuse illusion de la pièce sombre, quoi. On imagine toujours le Big Bang comme une explosion de lumière au milieu d'une grande salle obscure. Mais il n'y a pas de salle. L'univers ne s'étend pas dans l'espace, il crée l'espace au fur et à mesure de son expansion. C'est l'essence même de la théorie de l'inflation, qui a été formalisée par des physiciens comme Alan Guth, et cette création d'espace s'est faite à une vitesse qui dépasse l'entendement. Genre, à quel point? Eh bien, dans la toute première fraction de seconde de son existence, l'univers a doublé de taille tous les 10 puissance moins 34 secondes. Attends, comment on peut même affirmer un truc pareil? 10 puissance moins 34 secondes, c'est un chiffre tellement minuscule qu'il n'a aucun sens pour le cerveau humain. Comment est-ce qu'on peut avoir la moindre preuve d'un événement aussi rapide et aussi vieux? La preuve la plus solide, en fait, c'est un écho. Et sa découverte est l'un des plus grands accidents comiques de l'histoire des sciences. Ah oui, l'histoire de l'antenne. C'est ça. En 1965, on a deux radioastronomes, Arno Penzias et Robert Wilson, qui travaillaient avec une antenne de communication géante dans le New Jersey. Mhm. Mais leur travail était constamment ruiné par un bruit de fond, un grésillement persistant qu'ils captaient quelle que soit la direction vers laquelle ils pointaient leur antenne. Enfin, franchement, j'adore cette histoire. Ils ont littéralement tout essayé pour réparer ce truc. Ils ont refait les câblages, nettoyé les connecteurs. Ils venaient fous. Et ils ont même fini par grimper dans l'antenne avec des balais pour récurer ce qu'ils appelaient très poliment du matériel diélectrique blanc. C'est ça? Du matériel diélectrique blanc, oui. Des fientes de pigeons, pour être clair. Voilà. Ils étaient persuadés que des oiseaux qui nichaient dans l'antenne provoquaient ce parasite radio. Mais après avoir nettoyé chaque centimètre carré, le bruit était toujours là.
Toujours le même grésillement. Parce que ce qu'il captait, en réalité, c'était le rayonnement de fond cosmique. C'est la toute première lumière libérée par l'univers, qui a été étirée et refroidie par des milliards d'années d'expansion spatiale, et qui nous parvient aujourd'hui sous forme de micro-ondes. C'est fou! Sans le savoir, Penzias et Wilson étaient en train d'écouter le grésillement résiduel du Big Bang. Mais tout ça, ça soulève une question qui me dérange souvent quand on parle de cosmologie. Le fameux effet boucle d'or. La gravité semble juste parfaitement ajustée. Le réglage fin. Ouais, si elle était un tantinet plus forte, l'univers se serait ratatiné sur lui-même en un big crunch. Si elle était, je sais pas, un dixième de % plus faible, la matière ne se serait jamais agglomérée. Il n'y aurait aucune étoile, aucune planète. Est-ce qu'on doit voir ça comme un miracle cosmique ou est-ce que c'est juste que, si les règles étaient différentes, nous ne serions tout simplement pas là pour poser la question? C'est exactement le cœur du principe anthropique. Martin Rees, l'ancien astronome royal britannique, il propose une façon fascinante d'aborder ce problème, en s'appuyant sur l'hypothèse du multivers. Le multivers, d'accord. Imagine un magasin de vêtements aux dimensions infinies. Si ce magasin possède un stock illimité de costumes avec absolument toutes les tailles et toutes les coupes possibles et imaginables, Oui, forcément, on va trouver sa taille. exactement, il n'y a rien de miraculeux à finir par y trouver un costume qui s'ajuste parfaitement à sa propre morphologie. Ouais, mais est-ce que c'est pas une sorte de pirouette intellectuelle? Enfin, invoquer une infinité d'univers invisibles juste pour éviter d'avoir à expliquer pourquoi le nôtre est si parfait, c'est un peu facile, non? C'est une critique très valide, ouais, et très débattue en physique. Invoquer l'infini, c'est souvent un aveu d'ignorance. Mais ce qui est certain, par contre, c'est la fulgurance de la création initiale. Dans le temps qu'il faut pour préparer un café, disons environ 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes. 98% de toute la matière qui existera jamais dans notre univers a été synthétisée. Un truc de dingue. Mais si la création a été si rapide et l'expansion si violente, ça veut dire que la matière s'est énormément dispersée. L'espace généré doit être effroyablement vide du coup. Ah, ça, il est vide. J'ai une échelle concrète pour l'audience. Si on imagine que le Terre est de la taille d'un petit pois, Pluton serait situé à plus de 2 km de distance. C'est ça. Et à cette échelle-là, Pluton aurait la taille d'une bactérie. Une bactérie à 2 km d'un petit pois. C'est une aiguille microscopique dans une botte de foin colossale. Et ce vide astronomique, c'est ce qui rend l'observation incroyablement ardue. C'est pour ça que la découverte de Pluton dans les années 30 a relevé de l'obsession pure de la part de Percival Lowell, qui a financé une recherche acharnée. Mhm. Et ce n'est qu'en 1978, donc il y a à peine quelques décennies, que sa lune, Charon, a été découverte. Et presque par erreur en plus. Totalement par erreur. Un astronome a juste remarqué que Pluton semblait avoir une petite bosse floue sur une photographie. Mais pourquoi on a mis autant de temps à trouver une lune dans notre propre système solaire? Enfin, c'est la porte à côté. Parce que l'espace est si vaste que les grands télescopes ne regardent presque jamais dans notre propre voisinage. Ils sont pointés vers des objets super lointains. Observer notre propre système solaire avec ses instruments, c'est un peu comme essayer d'étudier un grain de poussière sur ses propres lunettes alors qu'on admire le paysage. C'est une super image. Mais attends, il y a un autre chaînon manquant dans cette histoire. On a dit que le Big Bang, dans ses fameuses 3 premières minutes, a créé la matière. Oui, Mais les sources précisent que ce n'étaient que des gaz très légers, de l'hydrogène, de l'hélium et quelques traces de lithium. Sauf que les atomes qui nous composent, là, le carbone, l'oxygène, le fer dans notre sang, ce sont des éléments lourds. exactement. Si le Big Bang ne les a pas créés, d'où est-ce qu'ils sortent? Et ça, c'est l'un des grands triomphes de l'astrophysique du XXe siècle. La solution a été trouvée par Fred Hoyle. Ah, Ce qui est très ironique d'ailleurs, puisque Hoyle détestait la théorie du Big Bang. c'est lui qui a inventé le terme pour s'en moquer, non? Exactement. Il a lancé ça de façon totalement sarcastique lors d'une émission de radio. Mais Hoyle a compris le mécanisme de la nucléosynthèse stellaire. C'est-à-dire le fait que les étoiles sont en gros des usines chimiques. En partie, oui. Au cœur d'une étoile normale comme notre Soleil, la pression et la chaleur forcent les atomes d'hydrogène à fusionner pour créer de l'hélium, ce qui dégage de l'énergie. D'accord. Mais pour forger des éléments beaucoup plus lourds comme le fer ou l'or, la chaleur d'une étoile normale ne suffit absolument pas. Il faut une pression cataclysmique. Et Hoyle a démontré que ces éléments lourds ne peuvent être forgés que lors de l'effondrement et de l'explosion gigantesque d'une étoile massive en fin de vie. Une supernova. Une supernova. J'ai lu dans les notes qu'un certain Fritz Zwicky avait joué un grand rôle dans cette théorie. Un personnage haut en couleur apparemment. Un euphémisme, oui.
Zwicky était un astrophysicien brillant, mais notoirement agressif. Il terrifiait complètement ses collègues. Il les traitait de bâtards sphériques. Bâtard sphérique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils étaient, selon lui, des idiots, peu importe l'angle sous lequel on les regardait. Waouh, sympa l'ambiance au labo. Ah oui, très sympa. Il allait jusqu'à faire des pompes à un bras dans la cafétéria de l'Institut pour prouver sa supériorité physique. Mais, et c'est là le génie du personnage, c'est lui qui, dans les années 30, a compris que lorsqu'une étoile géante manque de carburant, la gravité écrase son cœur avec une telle violence que les atomes fusionnent en éléments lourds. Avant de rebondir en onde de choc? Exactement, une onde de choc qui pulvérise l'étoile. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on a des astronomes amateurs, comme le révérend Robert Evans en Australie, qui chassent ces explosions mortelles. Depuis sa simple terrasse, avec un petit télescope, il mémorise des milliers de galaxies et il repère visuellement quand une minuscule étincelle apparaît. C'est un travail de titan. Mais la véritable ironie cosmique de ces supernovas, c'est le paradoxe de la destruction. Si une supernova explosait là, à proximité de notre système solaire, le souffle radiatif balayerait instantanément notre atmosphère et nous carboniserait. C'est clairement l'événement le plus meurtrier de l'univers. Et pourtant, cette destruction absolue, c'est le prérequis non négociable de notre existence. Sans cette explosion d'une violence inconcevable, les éléments lourds forgés dans le cœur de l'étoile resteraient emprisonnés à jamais. C'est vrai. Il a fallu que des étoiles se sacrifient et explosent pour ensemencer l'univers de carbone et de fer, pour que des planètes solides puissent se former et que la vie puisse émerger. On peut dire que nous sommes, au sens le plus littéral et scientifique du terme, des déchets nucléaires d'étoiles mortes. Ça fait toujours du bien à l'ego. N'est-ce pas? Alors, sachant tout ça, sachant qu'on est de la poussière d'étoiles agglomérée sur un caillou flottant, comment, diable, est-ce que les humains ont réussi à mesurer ce caillou sans jamais pouvoir le quitter? Au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas envoyer de satellite pour prendre une photo de la Terre. Non, en effet. Et c'est là qu'intervient Isaac Newton. Avec ses seules mathématiques, en étudiant la force centrifuge, il déduit que la Terre ne peut pas être une sphère parfaite. Elle doit être légèrement bombée à l'équateur et aplatie au pôle. Et la théorie mathématique de Newton était super élégante et robuste. Mais dans l'esprit scientifique, la théorie, ça ne suffit pas. L'empirisme exige des preuves tangibles. Et pour prouver cet aplatissement, l'Académie des sciences françaises a lancé dans les années 1730 l'une des expéditions les plus désastreuses de toute l'histoire. L'expédition au Pérou, c'est ça, hein? Menée par Pierre Bouguer et Charles-Marie de la Condamine. C'est ça. Le but était simple sur le papier, aller mesurer la longueur d'un degré de méridien près de l'équateur pour le comparer à un degré mesuré en Europe. Simple sur le papier, mais un cauchemar total dans la réalité. La mission a duré près de 10 ans. 10 ans, ouais. Ils ont dû transporter des instruments super délicats à travers les Andes, affronter l'altitude qui les faisait cracher du sang, la malaria, les tempêtes et même l'hostilité des populations locales. Un des membres de l'expédition s'est carrément fait assassiner par une foule en colère. Et la chute de cette histoire est vraiment cruelle. Après une décennie de souffrances inimaginables, de maladies et de ruines financières, ils découvrent, juste avant de rentrer en France, qu'une autre équipe... Ah, l'autre équipe! Oui, l'équipe envoyée en Scandinavie avait terminé son travail des années plus tôt avec beaucoup plus de facilité. Ils avaient déjà prouvé de manière incontestable que Newton avait raison, la Terre était bien aplatie au pôle. Et il y a aussi le pauvre Le Gentil, un autre astronome malchanceux qui rate le transit de Vénus 2 fois en 11 ans. Et quand il rentre en France, il découvre que sa famille l'a déclaré mort pour piller son domaine. C'est tragique. Mais ça souligne la nature profondément têtue et obsessionnelle de la science. L'observation de la réalité physique est le juge ultime, même si ça requiert des années d'enfer dans la jungle. C'est vrai que l'exploration de terrain est vitale. Mais ironiquement, la mesure la plus ahurissante de la Terre a été réalisée par un homme qui refusait catégoriquement de sortir de chez lui. Ah, Henry Cavendish. Henry Cavendish, en 1797, un scientifique britannique qui était décrit par ses contemporains comme maladivement timide. Il fuyait physiquement les gens qui essayaient de lui parler, il communiquait avec sa propre gouvernante par des petits mots glissés sous la porte. Un vrai misanthrope. Et cet homme, depuis son domaine confiné, a réussi à peser la planète entière. Comment c'est physiquement possible ? Cavendish a utilisé un instrument brillant conçu par un autre savant, John Michell, qu'on appelle une balance de torsion. C'était un mécanisme enfermé dans une grande caisse en bois.
En gros, ça consistait en deux petites sphères de plomb suspendues par un fil très fin, à proximité de sphères de plomb beaucoup plus massives. Un peu comme une gigantesque machine de musculation du XVIIIe siècle, quoi. En quelque sorte, oui. L'idée était de mesurer la minuscule force d'attraction gravitationnelle entre les petites et les grandes sphères. En connaissant la masse des sphères et la force de leur attraction mutuelle, Cavendish pouvait extrapoler mathématiquement la densité et donc la masse totale de la Terre. C'est ingénieux. Sauf que la force gravitationnelle entre des boules de plomb est si infinitésimale que le moindre courant d'air, le moindre petit changement de température pouvait totalement fausser le résultat. Les sources disent que l'appareil était si sensible que Cavendish ne pouvait même pas rester dans la même pièce. Non, impossible. Il devait observer les délicates oscillations des poids depuis une autre pièce, avec un télescope pointé à travers un petit trou dans le mur. Et malgré ces conditions complètement artisanales, il a calculé la masse de la Terre avec une précision qui se situe à 1% près des mesures satellites modernes. C'est du pur génie. On connaissait donc la forme de la Terre, on connaissait son poids, mais une question restait totalement sans réponse. Et elle allait s'avérer beaucoup plus complexe à résoudre. Quel était l'âge de cette planète? Exactement. Pendant très longtemps, on s'est fié à des dogmes ou à des observations un peu superficielles. C'est la géologie naissante qui a commencé à perturber les esprits. James Hatton, par exemple, un médecin écossais devenu fermier, a observé les couches de roches sur ces terres. Et il a compris que l'érosion par la pluie et le vent, c'est un processus extrêmement lent. Pour que des montagnes entières soient érodées, puis que leurs sédiments soient compressés en nouvelles roches, puis soulevés à nouveau par des forces telluriques, il ne fallait pas des milliers d'années. Il fallait des millions d'années. Hutton a introduit le concept du temps profond, mais comme ses écrits étaient d'une lourdeur et d'une opacité proverbiale, presque personne ne le lisait. C'est bête, ça. L'idée a mis du temps à infuser. La véritable prise de conscience viscérale de l'ancienneté de la Terre est venue d'ailleurs. Elle est venue des ossements enfouis sous la Terre. Les dinosaures Et les grands reptiles marins. Et l'histoire de leur découverte, c'est un autre exemple flagrant d'injustice sociale et de cruauté humaine. Prenez Mary Anning. Ah, Mary Anning, une jeune femme issue de la classe ouvrière anglaise, sans aucune éducation scientifique formelle, elle risquait sa vie sur les falaises instables du Dorset pour extraire des squelettes complets d'ichthyosaures et de plésiosaures. Elle a fourni les spécimens fondateurs des plus grands musées du monde. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Et pourtant, l'établissement scientifique, exclusivement masculin, refusait souvent de la créditer. Ils achetaient ces trouvailles pour les publier sous leur propre nom. Ce qui est fascinant avec la découverte de ces immenses fossiles, ce n'est pas seulement l'aventure, c'est le choc idéologique qu'ils ont provoqué. Comment ça? Eh bien, à l'époque, l'idée même qu'une espèce puisse s'éteindre était inacceptable. Théologiquement parlant, si Dieu avait créé une chaîne des êtres parfaite, pourquoi aurait-il laissé disparaître les créatures ? Accepter l'extinction, c'était admettre que la création comportait des erreurs ou des chapitres brouillons. Les fossiles de Mary Anning, ou l'iguanodon découvert par le médecin de campagne Gideon Mantell, ça forçait la société à regarder la réalité en face. Ces monstres n'étaient pas cachés dans une forêt inexplorée, ils étaient morts et pétrifiés dans la pierre. La Terre avait eu une histoire avant l'humanité, et une histoire très, très longue. Mais le monde académique de la paléontologie n'avait rien de noble, malheureusement. La figure de Richard Owen est centrale ici. C'était un anatomiste extraordinairement doué. C'est lui qui a forgé le mot dinosaure, qui signifie « lézard terriblement grand ». Il a aussi révolutionné la conception des musées en fondant le Musée d'histoire naturelle de Londres. Il a insisté pour que tout le monde, même les plus pauvres, puisse y entrer gratuitement et y lire des panneaux explicatifs simples, ce qui était très avant-gardiste. Le problème, c'est que l'homme en lui-même était apparemment toxique. Il a activement ruiné la vie de Gideon Mantell, s'arrangeant pour effacer son nom des publications académiques et s'attribuer la paternité de ses découvertes. La mesquinerie n'avait pas de frontières, tu sais. Aux États-Unis, la fin du 19e siècle a été dominée par la tristement célèbre guerre des eaux. Edward Drinker Cope et Othniel Charles-Marsh, deux brillants paléontologues, ont développé une haine réciproque et absolue. Absolu, ouais. Leurs équipes de fouilles dans l'Ouest américain se sabotaient mutuellement. Ils envoyaient des espions dans les camps adverses, ils détruisaient les fossiles qu'ils ne pouvaient pas emporter avec de la dynamite. De la dynamite, mais c'est fou. Oui, et ils se sont ruinés financièrement juste pour publier plus de nouvelles espèces que l'autre. C'est pathétique quand on y pense.
On parle de découvrir l'histoire profonde de notre planète et eux se comportaient comme des enfants gâtés. Cope est même allé jusqu'à préciser dans son testament qu'il léguait son propre corps à la science. Son but ultime, c'était que son squelette devienne le spécimen type de l'espèce Homo sapiens, juste pour avoir une dernière victoire posthume sur Mars. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ben non, manque de chance, les examens médicaux de ses ossements ont révélé les ravages d'une syphilis avancée. Et son squelette a été mis au placard. Tout ça pour ça. C'est le grand paradoxe de cette époque géologique. La science progressait à pas de géant sur le dos des vanités humaines. Ces rivalités féroces ont quand même permis de déterrer des centaines d'espèces et de prouver définitivement que la Terre était un cimetière empilé sur des millions d'années. Sauf qu'un physicien majeur refusait de les croire. Lord Kelvin, l'un des esprits les plus brillants de son époque. Kelvin a regardé les géologues, il a fait ses propres calculs, en se basant sur le temps nécessaire pour qu'une planète en fusion se refroidisse dans l'espace, et il a décrété que la Terre ne pouvait pas avoir plus de 24 millions d'années. Ce qui est beaucoup trop court. Et comme c'était Lord Kelvin, personne n'osait le contredire publiquement. Mais 24 millions d'années, ça laisse pas le temps pour l'évolution lente des espèces, théorisée par Darwin. Et le truc, c'est que Kelvin aurait eu raison si la Terre n'était qu'une simple sphère de roche incandescente qui se refroidissait passivement. Mais Kelvin ignorait l'existence d'une source de chaleur interne et invisible. Pour percer le vrai mystère de l'âge de la Terre, la géologie des monstres géants ne suffisait plus. Il faut aller plonger dans le monde de l'infiniment petit. Exactement. Il fallait comprendre l'atome. Et la chimie, qui étudie ces fameux atomes, n'a pas non plus été épargnée par le drame humain. On a eu Shelley qui goûtait des produits toxiques, Lavoisier qui a fini guillotiné. Mais avançons directement jusqu'au grand tournant, la découverte de la radioactivité par des figures comme Marie Curie. On réalise soudain que certains atomes instables, comme l'uranium, se désintègrent naturellement. Et en se désintégrant, ils émettent des particules et surtout de la chaleur. C'est cette chaleur radioactive au cœur de la Terre qui invalide complètement les calculs de refroidissement de Lord Kelvin. Mais la radioactivité offrait bien plus qu'une simple bouillotte planétaire. Elle offrait une horloge. Et pour comprendre cette horloge, il faut comprendre ce qu'est un atome. Et c'est là qu'Ernest Rutherford fait une découverte bouleversante. En tirant des particules sur une feuille d'or extrêmement fine, il s'attendait à ce qu'elles rebondissent ou soient absorbées. Logique, Mais la quasi-totalité des particules passait à travers sans aucune résistance. ce qui est la démonstration parfaite que la matière est une illusion de solidité. Rutherford a prouvé qu'un atome est constitué à 99,99% de vide absolu. Ouais. Le noyau, qui contient la masse, est ridiculement minuscule au centre, et les électrons orbitent à des distances faramineuses autour. J'adore expliquer les implications physiques de ça à ceux qui nous écoutent. Quand on s'assoit sur une chaise, par exemple, on ne touche pas réellement la chaise. Et non. Les électrons des atomes de notre corps repoussent magnétiquement les électrons des atomes de la chaise. On lévite littéralement à 1 angstrom de distance, soutenu par des champs de force électromagnétique au-dessus de 99% de vide. C'est vertigineux. Et ce noyau atomique, ce minuscule cœur de matière, il obéit à des lois de physique quantique impénétrables, où des électrons font des sauts quantiques en disparaissant d'un endroit pour réapparaître dans un autre. Mais pour la datation de la Terre, ce qui compte, c'est que les noyaux instables d'uranium se désintègrent pour finalement devenir du plomb. Et ils le font à un rythme absolument constant. C'est ce qu'on appelle la demi-vie. L'horloge interne parfaite. Mais là encore, la lire, ça s'est avéré être un enfer. C'est Claire Patterson, un jeune scientifique américain dans les années 50, qui s'y est attaqué. Un travail acharné. Son objectif était de mesurer les infimes proportions d'uranium et de plomb dans de très anciennes météorites qui ont été formées en même temps que la Terre. Sauf que, pendant des années, toutes ces mesures étaient systématiquement aberrantes. Et tu sais pourquoi ? À cause d'une contamination environnementale. Patterson essayait de mesurer des traces de plomb microscopiques, mais ces échantillons étaient constamment pollués par le plomb ambiant. Le plomb était partout, dans les cheveux des laboratins, dans la peinture, mais surtout dans l'air. Et ça, c'était le cadeau empoisonné d'un ingénieur nommé Thomas Midgley, qui avait inventé l'essence au plomb pour les voitures quelques décennies plus tôt, propulsant des tonnes de particules toxiques dans l'atmosphère mondiale. Midgley est d'ailleurs souvent cité comme l'organisme individuel ayant eu l'impact le plus désastreux sur l'atmosphère terrestre. Ah oui, puisqu'il a aussi inventé les CFC qui ont ravagé la couche d'ozone. Un palmarès terrifiant. C'est clair.
Pour contourner ce nuage de pollution mondiale, Patterson a dû inventer un tout nouveau concept scientifique, la salle blanche, un laboratoire ultra stérile, scellé, où l'air est surfiltré et où les chercheurs portaient des combinaisons intégrales. Comme dans les films de science-fiction. Exactement. Et c'est grâce à cette isolation maniaque que Patterson a pu enfin écouter le tic-tac des atomes non contaminés. Et le verdict est tombé en 1953, après des années de lutte acharnée contre le plan ambiant. Patterson a pu prouver, grâce à la désintégration atomique, que la Terre était âgée de 455 milliards d'années. L'horloge du microcosme avait enfin donné l'âge du macrocosme. C'est un triomphe absolu de l'esprit empirique sur la simple spéculation. C'est fascinant. L'histoire des sciences, en fin de compte, c'est pas une ligne droite, c'est un incroyable bazar. C'est le fruit de l'acharnement de Cavendish, cloîtré chez lui, de la résilience de Murray Hanning sur ses falaises, des disputes féroces de Cope et Marsh, et de la précision obsessionnelle de Patterson dans sa salle blanche. L'humanité avance en trébuchant. Toujours en trébuchant, oui. Mais au final, le fait que ces atomes inconscients dont nous parlions au tout début aient pu s'assembler pour générer des esprits capables de déchiffrer leur propre passé, c'est la plus grande victoire de la curiosité. C'est poétique et c'est vrai. La quête de la compréhension repousse constamment l'horizon. Et c'est justement quand on pense avoir enfin fixé une vérité absolue que la science révèle une nouvelle anomalie. Et je veux justement laisser ceux qui nous écoutent sur une pensée particulièrement provocante à ce sujet, un petit détail paradoxal qui met toute cette certitude en perspective. Je t'écoute. Imaginez-vous en 1953. Claire Patterson annonce au monde que la Terre a 4,5 milliards d'années. Les géologues et les biologistes sablent le champagne. Tout concorde. Mais à la même époque, les cosmologistes qui observaient l'expansion de l'univers se basaient sur des calculs erronés de la constante de Hubble. Ah oui, c'est vrai. Les astronomes sous-évaluaient l'âge de l'univers en croyant qu'il ne s'est écoulé que 2 ou 3 milliards d'années depuis le Big Bang. Exactement. Ce qui veut dire qu'il y a eu une période très précise dans l'histoire moderne des sciences, dans les années 50, où la meilleure science disponible, validée par les pairs, affirmait mathématiquement que notre Terre était beaucoup plus vieille que l'univers tout entier qui l'abrite. C'est absurde. Une absurdité logique totale, ouais. Ce qui a forcé les astronomes à revoir entièrement leurs instruments et leurs théories. Preuve, s'il en fallait une, que chaque réponse absolue finit toujours par engendrer la prochaine grande question impossible. Et pendant que les scientifiques cherchent la réponse, nos atomes, eux, continuent silencieusement leur service de 650 000 heures. C'est ça. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. C'était vertigineux. Merci, c'était un plaisir.